On va aujourd'hui parler des deepfakes. Je suis donc avec Clara et Ben. Je vous laisse vous présenter pour ceux qui ne vous connaîtraient pas encore. Ouais, pas de souci. Donc du coup, Clara, moi je travaille à la Wacosco, je suis brand manager et en parallèle, en fait, j'ai travaillé sur le sujet des deepfakes dans le cadre de mon mémoire de recherche de fin d'études et j'en ai fait un livre sur lequel Ben a notamment collaboré sur la préface et c'était notamment sur l'impact des deepfakes dans le secteur de l'art et de la culture. Voilà, donc je connais le sujet surtout sur ce prisme-là. Et Ben, vas-y, je te passe la parole. Merci Clara, salut à tous. Je suis Ben et je suis le AI Product Manager de Future Group dont fait partie la Wild. J'ai commencé ma carrière dans la recherche en IA et le sujet des deepfakes, c'est un sujet qui date déjà, sur le comment est-ce qu'on peut utiliser l'IA pour faire de meilleurs, pour arriver à tromper les utilisateurs, etc. Mais aujourd'hui, on a atteint un niveau d'efficacité, où justement, je me rappelle une fois où j'intervenais avec des élèves, où je leur montrais justement à quel point c'était facile de reproduire ça. Donc, c'est un sujet qui m'intéresse tout particulièrement et comme Clara l'a dit, j'ai travaillé avec elle sur son ouvrage, que je vous conseille d'ailleurs, là-dessus. Et ben, c'est toujours un plaisir de débattre sur les dérives possibles d'un outil aussi puissant. Merci d'être là à tous les deux. Pour commencer, on avait des petites questions pour les gens qui nous regardent. N'hésitez pas à répondre dans le chat. C'est juste pour savoir à peu près à quel niveau vous vous situez par rapport au deepfake et si vous connaissez déjà ou pas. Donc déjà, est-ce que vous savez ce qu'est un deepfake? Est-ce que vous savez reconnaître un deepfake? N'hésitez pas à nous dire dans le chat. On va tout reprendre de toute façon, mais c'est pour vraiment poser les bases et que tout le monde soit sur la même longueur d'onde. Également, est-ce que vous connaissez les médias synthétiques? Est-ce que pour vous, c'est différent? Médias synthétiques et deepfake, est-ce que vous connaissez un peu le lien entre les deux? N'hésitez pas à nous dire. On va laisser le temps à tout le monde d'arriver, de répondre. Oui, j'ai hâte de voir ce qui se partage là-dessus. On a beaucoup parlé de deepfake dernièrement, donc ça va être intéressant de voir si ça fait écho ou pas. En attendant, on va vous passer une petite vidéo pour voir justement si on peut reconnaître ou non un deepfake. Et vous allez voir un peu la différence entre l'original et le deepfake. Je vous mets la vidéo tout de suite et puis on en parle après, Clara et Ben. Second youngest son. He's suggesting it came out of nowhere. What we subsequently learned is it may have come from the former president or his legal team acting in bad faith. This is a deepfake example of what is possible with powerful computer and editing. Ça vous montre un peu la différence. On ne saisit pas forcément à l'œil nu la différence, mais c'est vrai qu'en faisant un peu attention, on peut voir qu'au niveau de la bouche, ça bouge pas exactement pareil. Enfin, il y a des petits détails qui font qu'on peut reconnaître. Mais Clara et Ben, je vous laisse peut-être prendre le sujet et nous dire, selon vous, un deepfake, qu'est-ce que c'est, tout simplement? Vas-y, je commence, Ben. Tu m'arrêtes si je m'égare un peu sur la partie technique, parce que moi, c'est plutôt sur la définition générique, on va dire. Déjà, pour décortiquer un petit peu le terme de deepfake, c'est la contraction tout simplement de deep learning et de fake. Donc, deep learning, qui veut dire apprentissage profond. Là, on est tout simplement sur une discipline de l'intelligence artificielle qui est capable finalement d'analyser des données qui sont dites non structurées. Donc, ça peut être des images, du son, de la vidéo, et qui va un petit peu fonctionner comme un cerveau humain le ferait, avec des couches de neurones, mais là, on est sur des couches de neurones artificielles. Et ces neurones, elles vont apprendre, elles vont assimiler des connaissances au fur et à mesure. Donc ça, c'est pour la partie deep learning. Et fake, ça veut tout simplement dire faux. Donc quand on rattache un petit peu les deux, on est un peu dans cette idée de dire qu'un deep fake, c'est l'apprentissage profond pour générer du faux, en quelque sorte. Et quand on parle de deep fake aujourd'hui, ce qui est un terme qui est un petit peu malmené, je trouve, un peu dans tous les sens. Le deepfake, ça fait surtout référence à un hyper trucage
Donc, pour le coup, c'est vraiment une technique d'hypertrucage qui permet de modifier une apparence physique, de la voix d'une personne d'une manière qui est hyper réaliste. Et c'est là où, du coup, on rentre dans le dur du sujet. C'est cet hyper-réalisme qui soulève beaucoup de questions aujourd'hui. Et ce deepfake, en fait, on a souvent une manière de l'utiliser qui est une manière un petit peu négative. Donc, quand on parle de deepfake, derrière, souvent, va découler tout ce qui va être manipulation, utilisation malveillante, désinformation. Donc, c'est pour ça que moi, le terme deepfake, je l'utilise vraiment avec attention parce que on est déjà un petit peu induit dans une direction. Quand on parle de deepfake, on part déjà sur une base un petit peu péjorative. C'est pour ça que moi, je préfère le terme de média synthétique, qui est un terme qu'on trouve très peu en France, j'ai l'impression, beaucoup plus aux États-Unis où on parle beaucoup de synthetic media. Mais le terme de média synthétique, qui est peut-être beaucoup plus général, se rattache tout simplement à l'idée de média dans le sens médium et synthétique, quelque chose qui est généré, qui est faux, qui est issu de la synthèse. Donc moi, c'est un petit peu comme ça que je vois le deepfake. Je ne sais pas si Ben, tu as... Bien sûr, en fait, le succès du terme lui-même, c'est parce qu'il est parlant, quoi. On voit toujours le deep tel que de profond, ou des deep ou dark, hein, le deep web, dark web. Et lorsqu'on dit deep fake, en fait, les gens vont clairement comprendre que c'est un fake qui demande un certain niveau de complexité dans la technique qui a été utilisée pour le générer. En fait, c'était le cas, hein, mais aujourd'hui, on n'a pas à coder soi-même toutes ces, comme tu l'expliquais tout à l'heure, hein, ces couches de neurones. En tout cas, on n'a pas à reproduire ou à créer soi-même cette architecture. Il y en a plein de disponibles qui sont utilisables. C'est pas une recommandation d'aller les faire, mais juste ce que je veux dire, c'est que la création de faux, c'est un sujet aussi vieux que le monde. Ce qu'a amené en fait l'intelligence artificielle et l'apprentissage profond en particulier, c'est la capacité de reproduire à un niveau de détail qui est extrêmement précis des choses qui n'existent pas. C'est soit en reproduisant quelque chose de ressemblant, hein, soit une scène particulière, un personnage en particulier, soit en générant quelque chose de complètement nouveau et qui n'existe pas réellement, genre en fait générer une photo d'identité d'une personne qui n'existe absolument pas, etc. Tout ça fait partie des deepfakes. Il faut aussi, en fait, j'aimerais également préciser que les deepfakes semblent être apparus avant ce qu'on appelle aujourd'hui les IA génératives, mais il faut savoir que les techniques utilisées en deep learning pour pouvoir créer des deepfakes font partie de l'IA générative. C'est ce qu'on appelle les GAN, Generative Adversarial Network, mais ce n'était pas encore aussi accessible au grand public. Donc, en fait, le terme a eu beaucoup de succès, mais l'utilisation de ces outils n'en a pas eu autant parce qu'on n'avait pas encore des interfaces comme ChatGPT qui permettent de générer ce type de médias synthétiques. Donc, mais ça fait partie de l'IA générative. C'est l'une des architectures proposées par ce petit sous-domaine de l'IA qu'on appelle Generative AI. Tu viens de dire quelque chose de... Enfin, vous avez dit tous les deux des choses hyper intéressantes, Ben, mais je rebondis un peu sur la partie accessibilité, où c'est vrai qu'avant, on n'avait peut-être pas autant accès à tous ces outils-là, et depuis un peu le boom de l'IA générative, on y a beaucoup plus accès. Et notamment, il y avait cette vidéo sur YouTube de Yvan Casta qui justement explique un peu les dérives des deepfakes. Et il y a un passage dans cette vidéo qui est assez intéressant parce qu'on se dit qu'on peut tous finalement générer un deepfake assez facilement. Il utilise un logiciel et on voit vraiment en live comment ça se passe pour appliquer le visage de quelqu'un d'autre. Donc je vous propose de regarder ça et peut-être après de parler un peu des techniques qui sont utilisées derrière, de l'accessibilité plus en détail. L'extrait dure à peine 1 minute, je vous le passe tout de suite. Le logiciel là, qui prend mon visage juste là, qui va le traquer. Ça, c'est là que ça devient un peu bizarre. C'est le visage de Keanu Reeves qui est traqué et collé sur mon visage. Et ce mec-là, il ressemble à l'enfant parfait de moi et Keanu Reeves. Voilà, enchanté. Je tourne un petit peu là pour vous montrer à quel point c'est
putain de bien fait. Genre, c'est ouf. Est-ce que ça, c'est quelque chose que nous, on peut faire chez nous? Ou est-ce que ce logiciel, Ben et Clara, il a l'air plutôt, expert, plutôt, difficile à utiliser ou c'est vraiment quelque chose qui est accessible au grand public? Accessible au grand public, ça c'est la réponse rapide. En fait, justement, l'une des disruptions qui a amené les interfaces aux modèles d'IA génératifs, je fais la distinction entre les modèles eux-mêmes et les interfaces qui permettent de les utiliser, parce que c'est important pour expliquer pourquoi est-ce qu'aujourd'hui tout le monde peut les exploiter. Parce que les modèles génératifs ne datent pas de 2018 lorsque ChatGPT est sorti. C'est l'interface que ChatGPT OpenAI a créée sur ce modèle qui a permis au grand public d'y avoir accès et de pouvoir faire des choses super sympas. Hein. On parle de deepfake, de côté péjoratif, etc. Mais 90% de ce qu'on peut faire avec ces outils, c'est plutôt positif. Toute la magie ou toute la problématique de ces modèles, c'est la nécessité qui n'existe plus de se confronter au côté complexe de ces modèles. Donc, en gros, avant, pour pouvoir exploiter un modèle comme ça, il fallait l'entraîner. Pour ça, il faut beaucoup de puissance de calcul et ça coûte cher. Donc, beaucoup de puissance de calcul, énormément de données. Donc, il y a très, très peu de gens dans le monde qui ont accès au volume de données nécessaire et à la puissance de calcul nécessaire. Et or, aujourd'hui, ce qu'on a, c'est des modèles déjà pré-entraînés qui sont utilisables tels quels. Et ce qu'on va faire, en fait, c'est essayer de les spécialiser pour des tâches particulières. Et pour les spécialiser, on a juste besoin de ces données à soi. Donc, c'est devenu à échelle humaine. Et pour ça, en fait, pour certains outils encore, bon, il faut peut-être ne pas être complètement, ne pas avoir d'aversion envers le code, mais il y a aujourd'hui beaucoup d'outils avec une interface graphique super simple à utiliser qui permettent d'exploiter ces modèles-là. On n'a pas besoin d'être un expert pour pouvoir générer du deepfake. Là où ce sera peut-être un peu moins accessible, c'est quand on a un vrai projet derrière où en fait il faut créer un deepfake d'une personne qui, par exemple, n'est pas référencée comme étant une personne publique. On a vu beaucoup de deepfakes sur des personnages politiques. Bon, bah, c'est assez facile, entre guillemets, parce qu'il y a beaucoup d'images qui circulent de ces personnes-là. Mais quand on est dans le cadre, je sais pas, par exemple, d'une production audiovisuelle, bon, bah là, il faut passer par tout un processus de collecte de données sur la personne pour pouvoir justement générer des deepfakes qui sont pertinents. Et puis, bon, il y a tout un travail de lumière, il y a beaucoup de choses. Donc, accessible pour faire du deepfake, oui, il y en a de plus en plus. Après, il y a deepfake et deepfake en termes de qualité. Donc, on voit qu'il y a beaucoup de choses qui circulent. Enfin, il y a des choses vraiment avec des rendus, mais très, très médiocres et qui pourtant ont quand même des impacts sur les personnes qui les regardent ou qui les écoutent. Et il y a des rendus très haut de gamme, voilà, qui nécessitent un poil plus de travail derrière, parfois aussi sur des applications qui sont payantes. Donc, il y a tout un marché aussi qui est en train de se développer derrière. Hein, faut pas se leurrer. Mais c'est sûr qu'on a une profusion, en tout cas, d'applications et d'outils qui commencent à sortir, un petit peu comme tout ce qu'on a vu sur tout ce qui était tendance des filtres, hein, ce qu'on avait avant sur Instagram, sur Snapchat, enfin, qui continue, mais je veux dire, on reste un petit peu dans cette idée de multiplier les outils qui permettent de générer du faux, quoi. Et il faut se rappeler que beaucoup de ces filtres sont des ancêtres, en fait, de ce type de techno. Les filtres qui permettent, par exemple, de paraître comme un chat ou un chien, ou de paraître plus vieux, etc. C'est des versions aujourd'hui. Ce qu'on voit aujourd'hui, ce sont des versions de ce type de techno qui paraissent inoffensives. Juste, en fait, je voulais aussi dire qu'effectivement, Clara, il y a de plus en plus une profusion de ces outils, mais ils deviennent également de plus en plus performants. Aujourd'hui, avec 5 secondes de la voix de quelqu'un, je suis capable, en quelques minutes, de créer tout un discours avec ses intonations et avec sa voix, quoi, et qui est capable de tromper même des gens qui le connaissent très bien. Et pareil, rien qu'avec une photo, on est capable aujourd'hui, bien sûr, il faut, comme tu disais, hein, Clara, il faut un certain niveau de technicité aujourd'hui. Dans quelques temps, ce sera sans doute plus le cas. Avec une photo, je suis capable de reproduire un modèle de quelqu'un qui n'existe pas, quoi. Il y a eu même des tendances
sur des vieilles photos de famille. Je sais qu'il y a une entreprise qui fait ça, qui prend des vieilles photos de famille en noir et blanc et qui, en fait, vont venir animer, ou même avec des tableaux, hein, il y a ce genre de choses, vont venir animer ces visages-là. Donc, on voit qu'il y a un effet, qu'il y a un trucage, évidemment, mais ça reste quand même assez bluffant en termes de technique, ça, c'est sûr. Ça, c'est un peu la partie émergée de l'iceberg, on va dire, avec tout ce qu'on peut voir en ligne, toutes les choses un peu rigolotes, etc. Mais il y a aussi des vraies dérives dangereuses. C'est quoi aujourd'hui la part un petit peu des deepfakes, dans quoi ils sont utilisés majoritairement? Je te laisse commencer. Ouais, majoritairement. Alors, j'ai pas de chiffres à l'appui, mais quand on regarde un petit peu l'histoire du deepfake, on va dire qu'il y a une énorme part qui est prise par la pornographie. Ça a vraiment commencé avec ce secteur-là, où en fait, on a eu plein de stars type Scarlett Johansson, Gal Gadot, qui en fait étaient utilisées sur les corps d'actrices pornographiques et donc se sont retrouvées dans des vidéos ultra virales. Donc ça, c'est un vrai fléau, le deepfake dans la pornographie. L'autre secteur où c'est en production de masse, et on le voit actuellement parce qu'on est dans des périodes politiques très importantes, c'est effectivement tout ce qui est deepfake politique, donc qui a vocation à faire de la désinformation ou à réduire, enfin à se moquer tout simplement d'un parti opposant. Donc ça, c'est vraiment les deux secteurs pour moi qui sont majeurs. Après, on est en train quand même de rattraper, je pense, un petit peu de chemin sur toute la partie qui est un petit peu plus entertainment, donc que ce soit dans le secteur de l'audiovisuel, mais même tout simplement dans nos pratiques un peu communes. Tu parlais tout à l'heure, Ben, des filtres qui nous permettent de vieillir, ce genre de choses. Enfin, on a de plus en plus cet aspect de deepfake qui commence à émerger et beaucoup aussi sur la voix. Il faut s'attendre à une recrudescence des arnaques utilisant ces techniques. Encore une fois, il faut pas regarder ce type de techno et leurs applications comme des choses qui sont complètement indépendantes d'une réalité qui serait nouvelle. En fait, c'est tout simplement c'est la réalité qu'on a toujours connue avec des outils de plus en plus puissants. Donc, en gros, il y a eu des arnaques lorsqu'on essaie de reproduire des sites web, lorsqu'on essaie de reproduire certains emails, lorsqu'on essaie de tromper les gens, il y avait des techniques qui permettaient aux adversaires, entre guillemets, de le faire d'une certaine manière. On parvenait, tant bien que mal, à détecter ce type de faux. Maintenant, il faut se dire qu'en fait, on va passer à un autre niveau avec la capacité pour eux de reproduire avec ce niveau de détail et de précision et chercher en fait à tromper avec ces outils. Et comme tu disais, comprendre que le faux est partout, parce qu'on parle de vidéo, on parle de son, mais effectivement, on parle aussi de sites internet complets qui peuvent être imités. Donc, il faut en fait être assez humble vis-à-vis de ces deepfakes et comprendre que on ne peut pas aujourd'hui identifier un deepfake à l'œil nu quand il est très bien fait. Vraiment, ce n'est pas possible. Enfin, on n'a pas la capacité. Même par IA d'ailleurs. Hein. Même l'IA elle-même a du mal à détecter. Voilà, c'est vrai que maintenant, ce qui se joue un peu, c'est les IA contre les IA. Donc, on essaie d'entraîner des IA qui vont détecter ces deepfakes. Mais comme tu le dis, Ben, c'est très difficile. Ou alors de mettre des sortes de watermarkage sur de la vidéo ou sur des supports pour essayer de les repérer. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, voilà, il faut se dire, ce n'est pas tout simplement un trucage qu'on va pouvoir détecter si on regarde bien certaines zones ou autres. Il y en a, oui, mais de plus en plus, ça devient très complexe et on ne pourra pas faire la différence entre le vrai et le faux. Un mot de plus là-dessus. Plus il y a de complexité pour générer le modèle, plus il y a de possibilités potentielles d'identifier des choses qui pourraient être fausses. Par exemple, dans une vidéo, il y a du son, il y a de l'image, il y a du mouvement. Donc, ça rend plus complexe la génération d'un deepfake qui tienne la route. Et donc, c'est potentiellement plus facile de détecter ça, même si lorsque c'est bien fait, comme disait Clara tout à l'heure, c'est compliqué de le faire. Mais par exemple, dans une image, ça peut être très, très compliqué d'identifier parce qu'en fait, il y a relativement peu d'endroits où l'adversaire pourra faire des erreurs. Et imaginez en fait, lorsqu'on va uniquement sur la voix, par exemple, recevoir un appel téléphonique avec la voix de quelqu'un qu'on connaît, on ne voit pas la personne, il n'y a pas d'image, il n'y a pas de mouvement, il n'y a que la voix.
c'est relativement facile d'arriver à tromper. Il ne faut pas se dire qu'on va chercher à identifier une fausse voix qui reproduirait celle de quelqu'un qu'on connaît. C'est pas aujourd'hui en tout cas, c'est compliqué. Donc il faut faire gaffe à ça. Et les arnaques qu'on voit aujourd'hui sont faites avec des deepfakes vraiment mais très bas de gamme. Hein. C'est pas, pas de chercher la perfection absolue. Il y a beaucoup de gens qui se font avoir malheureusement sur des trucages mais vraiment médiocres presque. Justement, il y a ce youtubeur qui fait des enquêtes et qui a été victime d'un deepfake, qui en a parlé dans une vidéo, parce que lui, il a été victime d'un deepfake, mais audio. Donc, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas sa tête à lui directement sur la publicité qui a utilisé sa voix. Mais les gens l'ont reconnu parce que justement, il a une certaine notoriété. Et des personnes ont dit, mais je connais cette voix, est-ce que c'est pas la voix de telle personne C'est pas du tout lui qui a créé cette entreprise. Et donc, à partir de là, ils ont un peu débunké, on va dire, le deepfake. Mais c'est vrai que c'est plus compliqué aujourd'hui pour quelqu'un de lambda, entre guillemets. Enfin, si nous, demain, quelqu'un prend notre voix, on n'est pas de grande notoriété publique, donc il y a de grandes chances pour qu'on ne s'en aperçoive même pas et qu'on ne sache pas qu'il y a un deepfake qui tourne avec notre voix. Comment, du coup, on peut se protéger, entre guillemets, d'un deepfake? Est-ce qu'on peut se protéger ou est-ce qu'il faut plutôt éveiller les gens à être alertes sur tout ce qu'ils voient, tout ce qu'ils consomment comme contenu? C'est quoi un peu la dynamique pour les années à venir, du coup? C'est une grosse question, hein, mais c'est... Il y a plusieurs choses dans ce que tu dis, je pense, Fanny. Être éduqué à ce qu'on voit sur le net, sur les réseaux, enfin, je pense que c'est une priorité absolue. Quoi qu'il arrive, il faut déjà informer les gens sur ce que sont ces deepfakes, quelle forme ils peuvent prendre, et ensuite, c'est un petit peu prendre le temps d'analyser ce qu'on voit, de se dire bon est-ce que dans le contexte c'est pas un petit peu étonnant? Est-ce que là je suis pas un peu surpris par des incohérences sur le visage, sur la voix, sur une promotion qu'on me ferait sur un site internet qui serait vraiment pas cohérente avec ce que je recherche. Enfin, donc il faut en fait déjà recontextualiser en permanence ce qu'on voit. Et c'est très très dur parce que on sait qu'on est souvent pris par une paresse hein, quand on est sur Internet, sur les réseaux sociaux. Donc, et on n'est pas tout le temps en alerte. C'est épuisant d'être en alerte permanente sur ces deepfakes. Donc, je pense qu'il y a un travail qui est déjà de se dire est-ce que ces informations-là que je vais chercher, est-ce qu'elles sont vérifiées? Est-ce que je peux me permettre de les croire sans moi faire une vérification supplémentaire? Donc l'éducation, je pense qu'elle est essentielle. Après, il faut se dire qu'on doit ne pas être dans une société qui pousse au réflexe, mais être dans une réflexion. Et ça, c'est vraiment malheureusement ce que les deepfakes peuvent générer chez une personne, c'est-à-dire que ils vont susciter de l'émotion, ils vont susciter de la peur. Enfin, voilà, ils vont réussir à nous prendre par les sentiments et donc à nous pousser au réflexe de manière très rapide. Donc, ce qu'il faut faire, c'est toujours se dire bon, avant d'agir, il faut que je réfléchisse. Et est-ce que j'ai tous les éléments qui me permettent de réfléchir de manière correcte et non biaisée? C'est un peu ça que j'aurais tendance à dire. Après, il y a plein de choses sur les dérives sans protéger. C'est compliqué parce que même s'il y a des textes de loi qui permettent d'être appliqués, effectivement, là, dans le cas de cette personne, même si elle arrive à faire appliquer, que ce soit l'IACT ou tout simplement des lois qui protègent en fait les données personnelles, en fait, le mal va être très vite fait parce que c'est tellement viral que la vidéo aura déjà été diffusée et en fait, les actions ne vont pas à la même vitesse que ce qui se produit sur les réseaux, sur Internet. Enfin voilà, donc c'est assez compliqué. Je sais pas si Ben, tu veux... Bien sûr. En fait, la protection est à différents niveaux. Encore une fois, ne nous détachons pas de la réalité des choses. C'est juste en fait une transposition ou une transformation d'une réalité qui est déjà là et qui est tout simplement en train de changer un peu, en fait, comme un peu tout d'ailleurs. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est un jeu du chat et de la souris. Et depuis le début,
En fait, on avait des types de serrures avant qu'on n'a plus, on en a changé parce qu'en fait, ceux qui viennent cambrioler, ils ont développé des techniques pour pouvoir passer certains types de serrures. Et on va continuer comme ça, crescendo bon gré mal gré. Hein. Je pense que accepter cette idée simplifie sans doute les choses, de se dire que l'adversaire va développer de plus en plus de techniques pour pallier, en tout cas pour contourner ce qui est mis en place. Mais que la protection viendra également, en fait, c'est toujours à trois niveaux, hein, mais c'est d'abord nous, en nous informant de ce qui existe, de ce qui peut potentiellement être dangereux et comment s'en prémunir. Mais il y a également au niveau programmatique, c'est-à-dire ceux qui sont responsables de l'édition des outils qu'on utilise, qui sont censés également protéger contre ce type de choses. Par exemple, prenons YouTube, même si en fait ce n'est écrit nulle part, hein, c'est de leur responsabilité d'essayer de détecter automatiquement des vidéos qui pourraient avoir été générées par IA pour pouvoir les exclure automatiquement, un peu comme Instagram fait. Instagram a cette possibilité aujourd'hui, hein, de détecter des images générées par IA, sauf si tu dis clairement que c'est une image générée par l'IA, parce qu'aujourd'hui, ils ont transformé leur terme d'utilisation pour pouvoir se prémunir contre ça. Donc, il y a cette protection programmatique. Et au niveau de la société, il y a la protection juridique, mais c'est au plus bas niveau qu'on arrive à se protéger, hein, parce que les programmes peuvent avoir des défaillances, la loi peut être contournée ou carrément être violée. Nous, en fait, on doit avoir, c'est en s'éduquant et en sachant comment se prémunir contre ce type d'attaque, en fait, qu'on pourra s'en sortir. J'ai tendance à dire, en tout cas, du point de vue de quelqu'un qui connaît l'envers du décor, que c'est ta paranoïa qui te sauvera. Ouais, en ce qui a trait à la sécurité, Oui. je pense que c'est bien d'être paranoïaque. De ne pas laisser de données personnelles sur Internet. De ne pas cliquer sur n'importe quel lien, de ne pas aller sur n'importe quel site, de se mettre les protections qu'il faut. Mais en même temps, on a tellement grandi aussi avec l'avènement du numérique, d'Internet, tout ça, qu'il y a des choses qu'on a laissées de nous aussi qui remontent à tellement longtemps qu'en fait, malheureusement, même si aujourd'hui on en a conscience, on a déjà plus ou moins fait des erreurs par avant. Donc, il faut juste avoir conscience que tout ce qu'on met en avant sur son ordinateur, voilà, est un risque potentiel d'être utilisé à droite ou à gauche. Et c'est pour ça que là où il faut être hyper vigilant, c'est sur tout ce qui est données biométriques. Donc, référence vraiment à son identité propre, parce que ça, on n'en a qu'une. Et si on se fait violer son identité biométrique, là, c'est un sujet qui remonte un petit peu avec les JO. C'est tout ce qui va être le deepfake de ces données-là. Et alors là, on rentre quand même dans une tambouille beaucoup plus complexe. Parce que si on commence à avoir des identités un peu doubles, oui, la falsification d'identité, oui, pour aussi un autre niveau. Voilà, ça, c'est un gros sujet très complexe. Et là, c'est aussi pour ça que des textes de régulation comme l'IA Act rentrent en jeu et viennent sanctionner ces pratiques, parce que le deepfake n'est pas une pratique interdite, hein, il faut quand même bien le rappeler. Par contre, l'utilisation des données biométriques et la falsification des données biométriques, là, on est dans des systèmes qui sont interdits. Voilà. En fait, il faut se dire aussi qu'aujourd'hui, avec Internet, les erreurs sont littéralement ubiquitaires. C'est-à-dire, que ça ait duré 1 heure, 1 minute sur Internet, ça n'a absolument aucune importance. 1 minute peut signifier que c'est là éternellement, parce qu'il suffit que ça ait été répliqué, ce n'est plus possible de l'enlever. Il faut se le dire. Pour la petite blague, il y a quelqu'un qui m'a envoyé l'autre jour qui a une phrase qui dit on a de la chance, en fait, ceux qui ont plus de 40 ans, parce qu'en fait, on a fait plein d'erreurs et de baudes et de merde lorsqu'on était jeune, mais sauf que ce n'est pas éternellement sur les réseaux sociaux, il n'y a aucune trace dans des serveurs sur Facebook. Donc, aujourd'hui, ceux qui ont moins de 40 ans, vous n'êtes pas dans cette réalité. Complètement. On a quelqu'un qui nous dit bonjour, maintenant c'est quasi impossible d'effacer toute trace de soi sur Internet. Voilà. Et même si tu laisses pas de traces sur Internet, c'est déjà arrivé que, par exemple, des hôpitaux ou quoi se fassent attaquer. On vole tes données, on envoie un message à tes proches en disant je suis à l'hôpital, j'ai besoin de 400 €. Bah, à l'époque, c'était par SMS, c'était un peu
Oui. un peu gros, on va dire. Aujourd'hui, si on peut trouver ta voix et envoyer un message vocal en disant la même chose, c'est quand même pas le même niveau de fraude. Exact. On a Mister Crazy qui nous dit c'est un plus de 40 ans qui dit ça. Oui, tout à fait. J'ai plus de 40 ans, même si ça se voit pas fausse, en fait, j'espère, je pense, je sais pas. C'est un autre débat, ça, Ben. Mais l'IA pourra te permettre peut-être après d'appliquer des filtres si Je tu vais, veux que ça ne je vais se voit mettre que pas. des filtres Pour mentir, voilà. Comme ça, on ne sait pas de quel plus de âge tu 50 as, ans, on ne connaît grisonnants, pas etc. vraiment ton identité. Ouais, C'est ça. tout à fait. Oui. J'espère qu'on n'en arrivera pas là, mais c'est aussi une possible dérive. Hein. Non, mais il faut aussi comprendre que tous ces outils un peu gadgets qui permettent de nous vieillir, de faire des trucs un peu drôles comme on le voit souvent, hein, ben, en fait, on donne volontairement accès à nos données. Les Donc, données biométriques. voilà. Et ça, faut aussi se le dire. Et c'est compliqué parce que bah, jamais une entreprise ne viendra vous l'annoncer en gros avant de télécharger l'application parce que sinon, elle ne rentre pas dans son business. Mais voilà, il faut se dire que si on accepte voilà, de mettre en avant son visage, sa voix dans certains outils, ben, on accepte qu'un jour, elle soit potentiellement utilisée contre nous. Mais rappelons quand même que là, on est sur une partie des deepfakes qui est sur de la pratique malveillante. Il y a effectivement tout plein de pratiques qui sont hyper intéressantes, qui permettent de générer des contenus qui sont à des fins très positives. Donc ça, faut pas l'oublier. Et c'est pour ça notamment que cette pratique-là n'est pas interdite aujourd'hui. Sa créativité peut être débridée avec ce type d'outil. Il faut aussi se le rappeler. Oui, en tout cas, dire que c'est bien un outil et qu'un outil ne fait pas de mal, ce n'est uniquement que son utilisateur qui en fait, voilà, que l'usage qui en fait du bien ou du mal, ça c'est sûr. Tout à fait. Je peux utiliser mon couteau pour couper des oignons ou voilà. Voilà. Effectivement. Et pour conclure sur une bonne utilisation, je voulais vous partager ce petit extrait de Star Wars où on a utilisé justement une technique de deepfake, puisque l'actrice étant décédée à l'époque où le tournage a eu lieu, bah évidemment, on ne pouvait plus l'inclure dans le film. Et donc, ils ont incrusté son visage sur le visage d'une autre actrice. Alors, c'est un peu vieux, ça se voit un petit peu. Aujourd'hui, je pense que les techniques ont évolué, que ça se voit encore moins. Mais c'est quand même impressionnant. Je vous passe l'extrait tout de suite. Parce qu'on la voit effectivement de profil, puis se tourner et on voit pas forcément le visage qui bouge, etc. Donc c'est quand même bien fait. Il y a aussi sa voix qui est utilisée. Donc il faut aussi retenir que ça peut servir dans le cinéma, dans la vie privée aussi. Ça peut être utile d'utiliser peut-être un deepfake pour, je sais pas, faire une vidéo de CV de présentation où on a l'air de regarder toujours la caméra. Si on regarde par exemple son texte et qu'on veut avoir un regard fixe, il y a aussi des outils maintenant qui existent. Enfin, il y a vraiment énormément d'outils qui sont aussi utilisés à bon escient et qui font du bien. Donc c'est bien aussi de le rappeler pour pas non plus mettre les gens trop en alerte sur les deepfakes, même si les dangers sont une possibilité et qu'il faut y être attentif. C'est important de le préciser, effectivement. 90% des usages sont positifs, voire plus, mais en tout cas, il faut faire attention aux 10% ou moins qui restent. Après, sur cet extrait, il faut quand même se dire que c'est pas bien ou pas bien, hein, mais il y a quand même beaucoup de questions que ça soulève parce que l'actrice était décédée, on a utilisé son image, est-ce qu'on avait le consentement, qui touche les droits sur cette partie. Enfin, donc là où il faut faire attention, c'est qu'on industrialise aussi de plus en plus le faux, enfin cette partie synthétique. Et donc, on est un petit peu en train de normaliser quand même le fait que toute information, tout contenu peut être manipulé, falsifié. Et donc, on rentre en fait dans une décennie qu'on appelle décennie synthétique, quoi. Donc, faut garder ça en tête et se dire que, certes, on peut avoir recours à du deepfake pour réintégrer un personnage voilà, dans une œuvre parce que le personnage, malheureusement, est décédé. Mais est-ce que parfois aussi, ça ne vaudrait pas, en termes d'éthique, est-ce que parfois il ne faudrait tout simplement pas arrêter le projet ou en tout cas réécrire l'histoire pour ne plus avoir ce problème-là plutôt que de recourir à de l'intelligence artificielle? Complètement. C'est une bonne conclusion, Clara. Une bonne réflexion à avoir sur notamment le cinéma et l'usage des deepfakes.
Mon conseil, se former autant que possible. L'idée, c'est pas de devenir une personne technique, hein, forcément, mais s'intéresser. En fait, déjà, venir écouter cette session, c'est super intéressant, mais aller encore plus loin. Formez-vous, puisque c'est la meilleure arme qu'on a contre ce type, en tout cas contre l'usage malveillant de ce type de techno. Ouais, vraiment, formez-vous sur ce type de techno et travaillez son sens critique. C'est quelque chose qu'on prend plus trop le temps de faire, mais ouais, c'est hyper essentiel, quoi. Complètement. Bah, merci pour ces conseils et merci pour tout ce que vous nous avez dit, Clara et Ben. Je pense que les personnes qui ne connaissaient pas les deepfakes avant sont un peu plus éclairées maintenant et feront certainement plus attention. Donc, merci pour ça. Merci beaucoup. Merci. Salut et bon appétit à tous.